Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Quantum, le 33e. Nous faisons notre tour mensuel de l'actualité quantique française et mondiale avec notre éternel boy scout du quantique, Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny, toujours au poste. Toujours au poste, bon, et puis toujours avec moi-même, Fanny Bouton. On va continuer, toujours en deux temps, d'abord avec l'actualité événementielle qui n'a pas été calme, ça continue bien, et puis celle qui est scientifique et entrepreneuriale. Et là aussi, il y a eu pas mal de news. Eh bien, c'est parti, Olivier. Alors, la première, c'était tu étais à la conférence du GDR ICFA à Lyon du 3 au 5 novembre. Une des premières conférences dans la réalité, avec des chercheurs du quantique en France depuis le début du Covid. Tu as rencontré beaucoup de beau monde. Ça a parlé de quoi, cette fameuse conférence? C'était une conférence très intéressante, c'est 3 jours, donc c'est extrêmement dense. Alors, qu'est-ce que c'est que le GDR-ICFA? Peut-être préciser un petit peu, parce que c'est un acronyme Oui, que tout le monde ne connaît pas. Donc, c'est c'est pas ce qu'on très appelle joli, ouais. c'est un groupement de recherche, c'est une entité qui est financée par le CNRS, qui d'ailleurs a une durée de vie limitée, qui doit être renouvelée avec des appels à projets. Et ICFA, c'est en gros Quantum Engineering, Fundamental Aspects and Applications. En gros, c'est tout ce qui est lié au quantique, et notamment avec ses cas d'usage dans les cas classiques, télécom, il y a du sensing, il y a du calcul. En gros, c'est le groupement transversal du quantique, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres au CNRS. Il y en a un sur le sensing, il me semble, dédié. Alors, ils avaient 180 participants, D'accord. ce qui était quand même pas mal, mais dont 150 sur place et à Normal Sup Lyon, que j'avais d'ailleurs visité au mois de septembre, et sous la houlette notamment de Benjamin Huard, qui pilote le laboratoire de physique quantique sur place. Et donc, toutes les équipes de l'ENS Lyon étaient mobilisées pour organiser cette opération, notamment avec Audrey Bienfait. Et alors c'est un format assez original parce qu'en fait, c'est un format qui mélange ce qu'on appelle les tutoriaux. Alors, les tutoriaux, c'est souvent fait par des gens, des cadors, on va dire, des top chercheurs, ou français ou internationaux, des conférences, et puis surtout des présentations de doctorants ou de post-doc qui présentent leurs travaux. Et là où c'est pas inintéressant, c'est que souvent leurs travaux, ils sont présentés alors que les papiers scientifiques correspondants ne sont même pas publiés sur Archive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de papier. Donc, ça permet d'avoir en gros Voilà, donc c'est une information un peu en avant-première avant. sur des travaux de recherche. Donc, pour les gens qui cherchent un truc inédit, c'est sympa. Alors, après, le problème, c'est qu'il faut comprendre. Et comme c'est de la physique fondamentale dans pas mal de cas de figure, c'est loin d'être évident. En tout cas, c'était très intéressant. Et j'ai rencontré plein de gens. Est-ce qu'il y avait des travaux justement ou des chercheurs qui sortaient du lot? Est-ce que tu as Alors, vu quelque chose oui, alors même, c'est toujours pareil, quand tu t'a dois en interpellé sélectionner plus que d'autres? Ah oui, en sachant que quand on sélectionne quelques-uns, ce que je vais faire, évidemment, tu vas vexer ceux que tu ne cites pas, vu qu'ils étaient, je sais pas, plusieurs dizaines à présenter leur Ouais, mais poster. on n'a qu'une demi-heure normalement et je sais Ouais, qu'on va la ouais, dépasser. Donc, on la dépassera à la excusez-nous. demi-heure. Ouais, ouais. Donc, j'ai demandé aussi à Benjamin Huard de me donner des idées de qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant. Alors, il y avait des choses intéressantes, mais vraiment très pointues. Par exemple, des chercheurs comme Léo Balambois du CEA à Saclay, qui travaillent sur la détection de spin par fluorescence avec des compteurs de photons. Bon, voilà, il se trouve que ça, c'est intéressant pour du calcul quantique ou pour la métrologie quantique, pour faire de la mesure de précision. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a un certain Antoine Essig, que j'ai trouvé brillant et très bon présentateur, qui est lui-même du laboratoire de physique donc de Normal Sup Lyon, qui présentait un autre truc sur la mesure de photons. Alors, ce qu'on appelle la mesure de photon number en physique quantique, c'est une technique de mesure qui consiste à mesurer le nombre de photons qui sont additionnés les uns sur les autres et émis par une source quelle qu'elle soit. Et il se trouve que dans pas mal de cas d'application, notamment dans le calcul quantique, c'est important de compter les photons qui sortent d'un objet quantique. Et qui, d'ailleurs, au passage, battait un record dans les expériences qui ont été faites de mesures quantiques multiplexées, donc ce qui peut être utile dans pas mal de cas d'usage. Alors, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'intriguait pas mal, qui s'appelle Élie Gouzien, qui travaille avec Nicolas Sangoire au CEA à Saclay, et qui présentait un papier en cours de préparation qui fait écho à un papier qu'on a dû traiter dans un des épisodes précédents. Alors, ces fameux papiers sur des résolutions de problèmes de cryptographie, comme l'algorithme de Shor qu'on avait évoqué la dernière fois, avec des ressources moins importantes que celles qui sont évoquées dans les papiers qui correspondent à l'état de l'art. Et là, ils se sont intéressés à la résolution de problèmes de ce type-là, notamment ce qu'on appelle les clés elliptiques, mais avec des qubits de chat, les fameux qubits Les fameux.
les fameux qubits de de chat Alice and Bob, d'Alice and Bob, par donc, exemple. que Maziar Miraimi, dans un décode quantum récent, avait bien décrit. Et donc, ils ont abouti au fait qu'il fallait à peu près 125 000 qubits de chat avec un algorithme un peu optimisé, et sans mémoire quantique additionnelle, comme pour l'autre algo qu'ils avaient fait, pour casser ces clés. Et ça montrait l'avantage des qubits de chat par rapport aux qubits supraconducteurs classiques, où il aurait fallu peut-être, je sais pas, 10 ou 20 millions de qubits pour faire la même chose. Alors, modulo le fait que, pour l'instant, on a à peine 2 qubits de chat qui doivent marcher, mais bon, c'est un algo intéressant. J'ai rencontré aussi une chercheuse de TRT et de Thales TRT et du CNRS que j'avais déjà rencontré déjà il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Daniela Markovic, et qui, à l'origine, a fait sa thèse sur les qubits supraconducteurs, qui ensuite s'est mise à travailler avec Julie Grolier, qui est spécialisée chez Thales, non pas en physique quantique, mais plutôt en ce qu'on appelle en réseau neuromorphique et en memory store, donc plutôt des techniques de réseau de neurones. Et en fait, elle présentait un concept d'architecture de réseau de neurones à base de qubits supraconducteurs. Donc, on peut considérer que c'est, d'un point de vue de l'innovation, c'est un mash-up de 2 techniques différentes qui souvent sont complètement disjointes. D'un côté, les réseaux de neurones, de l'autre côté, les qubits supraconducteurs. Et elle a montré qu'en combinant les deux avec des composants spécialisés, on pouvait potentiellement créer des réseaux de neurones qui s'entraîneraient plus rapidement que les systèmes classiques. Puis il y a un troisième. C'est marrant d'ailleurs cette Ouais, évolution. C'est ouais. marrant l'évolution, mais c'est intéressant de voir que justement au début on disait oui, l'ordinateur quantique ce ne sera pas forcément pour faire une super IA, mais par contre on voit vraiment de plus en plus d'usages qui se rapprochent de l'intelligence artificielle sur des sujets spécifiques. Alors oui, c'est vrai. En tout cas, il y a En des même tentatives temps, intéressantes. alors, il y a tous les travaux de Yordanis Karinidis à l'IRIF qu'on connaît bien, avec Frédéric Magnier. Euh, moi, je suis un peu sceptique sur cette question-là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de showstoppers, comment dire, enfin, il y a beaucoup plus de difficultés à réellement obtenir un avantage quantique avec du machine learning. L'une des raisons, c'est qu'il faut alimenter le système avec des données d'entraînement. Et plus on doit alimenter un ordinateur quantique avec des données, plus c'est lent. Et Oui. d'ailleurs, dans certains cas, on a besoin de mémoire quantique qui n'existe pas encore, donc ça pose des problèmes. En tout cas, elle En tout cas, présentait il y a un une vraie, il y concept. a une Oui, il y a une vraie. dynamique. On Il y a une sent qu'il y a quand dynamique. même un vrai intérêt de ce côté-là et une dynamique. Ouais. Hein. On Et voit de plus d'ailleurs, en plus de sujets qui sont Jordanis plus intervenait dans sérieux. cette conférence et il a fait, je crois que c'était un tutoriel d'1 heure, où il a présenté l'état de l'art, et il présente ça très bien avec beaucoup de pédagogie sur où est-ce qu'on en est. Et en plus, Jordanis, il pipote pas trop et il dit bien que voilà, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, voilà où on en est. Et il ne va pas en rajouter par rapport à certains, notamment aux États-Unis, qui ont tendance à en rajouter un peu trop. Alors, il y avait un autre papier qui me semblait très intéressant, d'une Ouais. chercheuse qui s'appelle Valentina Marulanda Acosta. Pas facile à retenir, hein, je lis mes notes, hein, et dans une thèse qui est pilotée par Eleni Diamanti, qu'on connaît bien, et qui portait sur un sujet qu'on n'aborde pas souvent finalement dans ces podcasts, qui est le monde des télécommunications quantiques. Et en fait, c'est une chercheuse qui travaille sur la communication par satellite. Alors très souvent, on dit qu'il n'y a que les Chinois qui font ça, mais non, il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi des Européens qui travaillent sur ces projets. Et en fait, elle travaillait sur une méthodologie qui s'inspire un peu de ce qu'on fait en astronomie, qu'on appelle l'optique adaptative, qui permettrait d'améliorer la fiabilité de la communication de photons intriqués pour le partage de clés quantiques via des satellites. Donc, c'est un mélange de techniques assez marrantes qui sont de l'optique, hein, et permettant donc d'améliorer la qualité des photons qui se baladent et qui sont intriqués entre une liaison terrestre et satellite, et puis satellite et Terre. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, il y avait aussi plein d'intervenants étrangers. Alors, il y en a un qui m'a bien bluffé et qui était très attendu par les participants, c'est Menno Veldorst, qui est QTech, donc cette grosse entité de recherche attachée à TU Delft aux Pays-Bas, et qui a présenté en fait une évolution de l'état de l'art chez eux des qubits à spin d'électrons, alors basés sur du silicium et du germanium, qui est une des filières étudiées à Grenoble aussi. Et il a montré qu'en labo, ils avaient atteint un nombre record de 15 qubits, alors que le record précédent, il y a un an, c'était 4 ou 6 qubits, je crois. Donc ça, c'était intéressant. Et il y avait aussi un chercheur de l'Université de Maryland qui s'appelle Ronald Walsworth, que je ne connaissais pas et qui parti, il est une sommité, qui faisait le point sur tout ce qu'on fait au niveau des capteurs quantiques avec des centres diamants, des NV Centers.
Donc, c'était vraiment très DNS Center, intéressant. ok. On vous donnera le lien dans le texte qui est associé à ce podcast, qui permet de retrouver la liste des posters, le book qui a été publié à l'occasion de la conférence. Et dernier point que je voudrais citer, c'est que le Mhm. GDR-ICFA, qui a été très très longtemps dirigé, je crois quasiment depuis sa création en 2011, par Sébastien Tanzilli du CNRS, qui maintenant a des responsabilités de coordination des actions quantiques du CNRS et qui de ce fait ne pouvait pas être au four et au moulin. Eh bien, c'est une chercheuse du laboratoire Charles Coulomb de Montpellier, spécialiste des sources de photons à base de silicium, qui a pris le relais. Elle s'appelle Anaïs Dréau. C'est une star in the making, on va dire. Et je pense qu'on entendra parler d'elle et il faudra peut-être qu'un jour on la rencontre. D'autant plus que sa spécialité est intéressante parce qu'elle travaille sur des technologies qui sont un peu dans le même registre que celle de Candela, mais pas forcément par rapport aux mêmes besoins. Donc, elle va générer des photons, mais avec des caractéristiques différentes de ce que Candela génère de son côté à Palaiseau, quoi. Voilà. Ok, ok. Alors, dans les prochains événements qui arrivent internationaux, il y aura la grande conférence Q2B, Yes. le K2B en français, qui a lieu du 7 au 9 décembre. Hein, c'est très bientôt. Est-ce qu'elle a l'air assez importante, cette conférence? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, bah en fait, je la suis depuis pas mal d'années. Je crois que depuis 2018, je ne sais pas en quelle année elle a été créée, mais enfin, ou 2018 ou 2019. Et c'est une grande conférence, alors, qui est classique des conférences qui sont plutôt ouvertes aux vendors, comme on dit. Donc, ce sont plutôt des interventions des techos, des grands fournisseurs. Donc, tu vas retrouver du IBM, du Google, du D-Wave, IonQ, etc. Mais néanmoins, les conférences sont d'un très bon niveau technique. Ce n'est pas des conférences marketing, c'est des conférences techniques, plutôt avec les vendors. Et de temps en temps, il y a des intervenants français. Et cette année, il y en aura quand même quelques-uns, issus de la France en tout cas. Il y a Jean-François Bobier, qu'on connaît bien, qui est analyste au BCG à Paris, qui interviendra, donc j'imagine, pour parler de perspectives de marché. Il y a Robert Marino, qui est le CEO de Qubit Pharmaceutical, qui interviendra. Et puis Mhm. Loïc Henriet et Georges-Olivier Raymond, les inévitables et inénarrables de la De startup Pascal, Pascal. Et puis, bon, tout ça mélangé à des John, comme John Martinis, John Preskill, Simone le Severini, petit qui John. est un des patrons du quantique chez Amazon. Donc, c'est du beau monde. Je me demande s'il ne devrait pas y aller un jour. Alors, je ne sais même plus où c'est. Je crois que c'est en Californie, dans la Silicon Valley, mais c'est une conférence importante. Alors, en général, on peut récupérer les contenus après coup, hein. Ils publient les vidéos, les slides. Moi, j'ai récupéré tout le temps les versions précédentes. Et je me mets au parfum de ce qui est dit. Et comme John Preskill, en plus, il a un compte Twitter, je suis ce qu'il raconte par ce biais-là. C'est dans cette conf qu'avait été présentée, enfin, évoquée la stratégie de qubit de chat d'Amazon l'année dernière. Donc, c'est intéressant, quoi. Ok, ok. Bon, bah écoute, on a hâte que tu nous racontes tout cela le mois prochain et que tu nous fasses une synthèse. Et sinon, bah, tu continues ton roadshow en région. Hein. Tu t'es bien baladé là depuis septembre. On voit que tu es bien content que le Covid te fiche la paix Ah et oui, que c'est tu as sûr. maintenant Oui, ta oui. Enfin, le troisième Covid est dose. encore là, malheureusement. En plus, j'ai ma troisième dose, je vais pouvoir Oui, faire mais toi, l'Andouille. Ouais. voilà, mais voilà, les événements ayant repris, tu t'es bien baladé et tu continues et plutôt en bonne compagnie. Donc là, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Eh oui. Donc, pas d'autres. d'ici Noël, en plus, je vais à Lille, mais pour un client, donc ça, je ne peux pas en parler publiquement. Donc, oui, j'ai 4 déplacements en région. Donc, à la fin de la semaine, si notre podcast est diffusé à temps, donc le 26 novembre, Le Point organise une conférence qui s'appelle Futurapolis. Et le thème de cette conférence, c'est le lien entre l'innovation technologique, le changement climatique et les questions de mobilisation politique et citoyenne. Et il se trouve que Guillaume Gralet, qui est un des journalistes du Point qu'on connaît bien, il a proposé d'organiser Mhm. une table ronde sur le quantique pour le faire autour de ces thèmes-là. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on va y trouver, en plus de moi-même, Alexia Ofev, qui va évidemment parler d'énergétique, du calcul quantique et des technologies quantiques, qui est un sujet très important de ce point de vue-là, et ainsi qu'Eleni Diamanti, qui pourra aussi parler de télécommunications quantiques, qui est un sujet dont on ne parle pas assez d'ailleurs en général. On parle toujours trop de calcul et pas assez de télécom. Donc, ça sera un Mhm. premier point. Alors, Strasbourg, j'y vais le 6 décembre, c'est juste quelques jours après. Il y a Et quelques dans un jours. événement, oui, c'est un événement qui est organisé par l'INSA de Strasbourg. Alors, c'est en liaison avec les équipes de recherche quantique locales, notamment celle de Shannon Whitlock,
qui, à Strasbourg, est un spécialiste des atomes froids. Alors, il est moins connu qu'Antoine Brouès et que l'équipe de Pascal à Palaiseau. Mais bon, il y a une petite équipe là-bas qui travaille là-dessus. Et je ne sais pas s'ils sont concurrents, je le saurai peut-être un peu plus en parlant avec eux. Mais bon, c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Et je vais y intervenir pour présenter mon livre, en fait, et sous la forme d'une interview par une enseignante de haut calibre qui est spécialisée dans le quantum machine learning à l'INSA, qui s'appelle Kautar Benhamid. Et il y aura ensuite des panels qui permettront de discuter sur les qubits et puis sur les actions quantiques dans la région Grand Est. Donc ça, c'est ouvert au public. Alors, je crois qu'en plus, ils ont commandé 50 livres de mon bouquin en anglais et ils vont les offrir aux 50 premiers inscrits, les bouquins. Et puis la dernière conférence, c'est à Bordeaux les 9 et 10 décembre avec Elénie Yamanti, rebelote. Nous intervenons tous les deux dans une conférence qui s'appelle Naya A. C'est un peu compliqué à retenir. C'est une conférence en fait qui est un peu comme le SIDO à Lyon en septembre, qui porte surtout sur l'IA et la robotique. Et ils ont décidé de nous proposer de faire un duo qui va durer, je crois, 1h15, 1h30, pour présenter les enjeux des technologies quantiques. Et donc, rebelote, on parlera aussi de télécommunications quantiques grâce à la présence d'Elénie. Et on interviendra le lendemain auprès des enseignants et des élèves des écoles d'ingénieurs de Bordeaux sur place à l'Institut d'optique. C'est là que Mucans est né, hein, donc c'est intéressant. Labo qu'on va visiter au passage. Voilà. Donc, voilà mon tour de piste. Alors, je parle de moi parce qu'on est entre nous, mais il y a plein d'autres événements probablement que j'ai loupés. S'il y en a, il faut nous prévenir. Oui, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a des choses à rajouter. Mais bon, en tout cas, on essaye de parler de tout ce qu'on voit passer sur le sujet. Et d'ailleurs, pour info, l'usine digitale publie un condensé hebdomadaire maintenant de l'actualité quantique en France et on vous fournira le lien aussi sous le podcast. Ça, c'est assez frais. D'ailleurs, vous retrouvez des redondances c'est entre ce qu'on intéressant. fait nous dans notre podcast et ce condensé hebdomadaire, et pour cause, puisque on est un petit groupe avec Christophe Jurzac, Neil Abrou, qui coordonne la stratégie quantique, et quelques chercheurs qui alimentent en fait l'équipe de l'usine digitale pour créer cette newsletter. Et d'ailleurs, je lance un appel au peuple. Je crois que Neil Abrou a sollicité pas mal de chercheurs des 3 grands organismes, hein, INRIA, CNRS et CEA. Donc, quand vous avez des news, quand vous voulez faire parler de vous, n'hésitez pas à évoquer la publication d'un article, une intervention d'une conférence, la création d'une start-up, pourquoi pas, Voilà. si on n'est pas au courant déjà. Envoyez-nous les infos et on les reroutera que ça passe vers l'usine digitale. Si vous n'avez pas d'attaché de presse, nous pensez à communiquer en tout cas vos infos. Et puis, écoute, maintenant, on va passer à l'actualité scientifique. On a fait le tour des événements. Et on va passer à Alexia Ofev de l'Institut Néel du CNRS à Grenoble qui propose le lancement d'une initiative sur l'énergétique des technologies quantiques. Elle explique dans un papier en préprint Quantum Technology Need Quantum Energy Initiative. En quoi c'est important, Olivier, ce papier, Alors, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, hein, je pense, dans ce podcast. Et puis, comme je collabore avec Alexia sur pas mal de points autour de cette question, c'est un peu récurrent. En fait, jusqu'à présent, la question de l'énergétique était traitée de manière extrêmement sporadique et je dirais pas très sérieusement, à la fois par les gens qui créent des qubits, par les grands fournisseurs, même par certains chercheurs. Et on est en train de se rendre compte, quand on regarde de près la question, qu'il n'est peut-être pas inutile, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres technologies numériques, de se poser la question de la consommation d'énergie au moment où on conçoit les systèmes, plutôt qu'après coup, quand on se met à les déployer. Donc, la prise en compte de cette dimension énergétique, surtout en ce moment avec toutes les questions qui se posent sur le réchauffement planétaire, c'est quand même un enjeu sociétal incontournable. Et par certains côtés, et c'est ce qu'Alexia essaye de pousser, c'est de dire que c'est une responsabilité des chercheurs et des entreprises que de faire ça le plus tôt possible. Et par ailleurs, les travaux de recherche qu'elle mène avec d'autres chercheurs dans le monde, notamment à Singapour, montrent que si on ne tient pas compte de la dimension énergétique de l'ordinateur quantique, on n'arrivera même pas à le faire scaler, c'est-à-dire à délivrer les promesses qui sont attendues, d'avoir un ordinateur
à grande puissance qui dépasse les capacités des machines classiques. Donc, il y a vraiment besoin de mobiliser les chercheurs et les entreprises, typiquement comme dans la cryogénie, avec des sociétés comme Air Liquide, pour faire ce genre de choses. Alors, Alexia a déjà obtenu un soutien de nombreux chercheurs en France, en Europe, aux États-Unis et à Singapour. Aux États-Unis, des gens comme Michael Frank, qui est au Sandia Labs, Michel Devoré à Yale, qui soutiennent l'initiative. La France, avec les équipes qui sont à la fois dans les startups, dans les laboratoires et notamment dans celui d'Alexia, elle a un lead sur le sujet. Il y a besoin d'une approche qu'on peut qualifier de pluridisciplinaire, transversale, qui associe la physique, la thermodynamique quantique, l'électronique, notamment l'électronique basse température, le câblage, les matériaux innovants, la cryogénie, l'algorithmie. Tout ça doit être, je dirais, enfilé dans une approche systémique pour vraiment traiter ça correctement. Alors, il se trouve que c'était associé à l'initiative qu'Alexia lance. Elle est associée à la parution d'un papier d'un de ses thésards, dont elle est co-auteur, qui s'appelle Limitations in Quantum Computing from Resource Constraint, qui explique dans le détail, justement, comment on va pouvoir faire du calcul scalable sous contrainte de ressources, notamment des ressources énergétiques. Et ça montre que ce n'est pas trivial. Ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte pour être capable de scaler. Il va falloir être très malin sur l'électronique du contrôle. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sur la bonne voie de ce point de vue-là. Il va falloir se poser des questions sur la quantité d'énergie qu'on dépense pour refroidir les systèmes, sur le câblage, l'électronique, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Alors là, c'est un travail qui a été fait entre le CQT, qui est donc le laboratoire de quantique de Singapour, l'Institut Néel à Grenoble et un autre labo de Grenoble qui s'appelle le LPMMC. Et bon, qui plus est, le consortium, il vient de décrocher une ANR, donc une aide de l'Agence nationale de la recherche, mais internationale, sur l'optimisation des ressources dans le contexte du calcul quantique. Donc, on voit que ce sujet commence à être pris sérieusement. Alors, il se trouve que, étant très intéressé par le sujet, j'ai même assisté à la soutenance de la thèse de Marco Felusazieni, donc, qui est l'auteur de ce papier, début novembre à Grenoble. Et tiens-toi bien, il y avait un jury avec que des gens qu'on connaît, des gens très bien. Dans le jury, il y avait Eleni Levanti, il y avait Maziar Miraimi, qu'on a reçu récemment dans Décode Quantum, il y avait Maud Vinet, que tout le monde connaît du CAO Electric, qui pilote la filière qubit silicium, Franck Balestro, moins connu, mais qui est à l'Institut Néel et UGA et qui s'occupe notamment des questions de formation sur les technos quantiques à l'UGA, et enfin Patrice Berthet, qu'on n'a pas encore reçu dans Décode Quantum et qui, lui, est spécialiste, entre autres choses, des mémoires quantiques au CEA de Saclay, qui travaille dans l'équipe autour de Daniel Estève. Donc voilà, c'était un jury très intéressant et ça montre que ce sujet-là, il commence à monter en puissance et j'espère que l'initiative d'Alexia fera des émules et attirera je dirais des collaborations internationales, parce que c'est comme ça que ça peut marcher, pour avancer dans cette question énergétique. Voilà. Bon. Alors, une des grosses actus qui a été reprise par certains médias, on a encore un nouveau supercalculateur quantique de dingue, qui Eh est oui, IBM, qui a annoncé la mise en service de son calculateur quantique de 127 qubits Eagle en respectant sa roadmap présentée en septembre 2020. IBM présente donc cela comme le premier processeur quantique qui n'est pas émulable sur des calculateurs classiques. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas, Olivier, ou est-ce que c'est encore un gros coup de com' marketing? il est clair que IBM met la charogne et les bœufs. Mais ça, ce n'est pas la première fois qu'ils le font et beaucoup de constructeurs font Et comme ce n'est pas ça. les seuls, d'ailleurs. Ils mettent le marketing avant la communication scientifique. Et moi, ça m'horripile. Ça m'horripile. Tu vois, à la limite, quand on avait fait notre premier podcast, rappelle-toi, il y a 2 ans, sur la suprématie de Google, la suprématie de Google, elle était documentée dans 70 pages scientifiques. Il y avait toutes les données. Alors, c'était compliqué à lire, parce que ce n'était pas abordable par tout le monde, mais au moins, il y avait des infos. Là, ils annoncent un truc, il n'y a aucune caractéristique, aucune spécification. On ne connaît pas la qualité des qubits, on ne sait pas combien de temps ils sont. On sait à peu près combien de temps ils sont stables, mais on ne connaît pas leur qualité. Et c'est assez perturbant parce que ce n'est pas du tout une approche scientifique de communication. Alors, ils ont dévoilé en petits morceaux ce qu'il y avait dans leur processeur. Ils ont dit que le processeur était multicouche. Bon, alors, ils ne sont pas les seuls à faire ça. OQC en Angleterre, qui d'ailleurs a aussi lancé un processeur sans même donner le nombre de qubits là, en juillet dernier, fonctionne aussi de la même manière. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une circuiterie de contrôle des qubits, notamment la partie qui envoie les micro-ondes, qui est isolée, qui est verticalement positionnée au-dessus des qubits au lieu d'être latéralement. Donc, ça permet de simplifier notamment la topologie et la connectivité des qubits entre eux. Il n'est pas impossible que ça puisse permettre de les isoler
plus correctement les uns vis-à-vis des autres. Alors, ils ont annoncé aussi, mais comme Google le fait déjà dans Sycamore, qui multiplexait la lecture de l'état du qubit par bloc de 8 qubits, ce qui fait qu'en fait, en gros, ils utilisent un câble qui descend, un câble qui remonte pour 8 qubits à la fois, parce qu'ils font du multiplexage en fréquence. Alors, tant qu'on n'a pas de résultats scientifiques documentés sur le quantum volume, qui est le métrique d'IBM pour mesurer la performance, qui permettrait de savoir combien de qubits réellement fonctionnent dans les 127, on ne peut rien dire. D'ailleurs, pour ce qui est de l'impossibilité d'émulation sur une machine classique, ce sera jusqu'à ce que Xavier Vintal, qu'on avait reçu il y a quelque temps du CEA à Grenoble, montre qu'on peut l'émuler, comme pour Google Sycamore, avec son algorithme qui tient compte du bruit qu'il y a dans les qubits et qui utilise une technique de compression. Bon, voilà. Alors, par contre, IBM, ils ont présenté un truc marrant, alors qui est encore pire que les 127 qubits de Eagle. Ils ont présenté ce qu'ils appellent System 2, qui serait en gros la deuxième génération de packaging d'ordinateurs. Et alors là, tu te poses des questions. Alors d'abord, les cryostats qui d'habitude sont des cylindres, ça devient des hexagones. Donc tu vois, au lieu d'avoir une section qui est circulaire, c'est une section qui est hexagonale. Et ça, c'est lié à la nouvelle technologie de cryostat de Bluefors, les Finlandais de Bluefors, qui s'appelle KIDE, K-I-D-E, qui est censé être modulaire. L'intérêt des hexagones, c'est qu'on peut en mettre plusieurs les uns côte à côte et les relier entre eux. Oui, parce que c'est une chose qu'on avait vue à l'origine, parce qu'on s'était posé la question de pourquoi cette forme de chandelier. On avait bien vu que c'était une contrainte due à cette fameuse plaque circulaire, etc. Donc là, du coup, il y a des évolutions de design et qui permettraient, du coup, comme c'est des angles, de les emboîter les unes à côté des autres. Donc, de faire des L'idée, plus c'est de les grandes... mettre les unes à côté des autres. Alors, leur propos, et qui me semble assez c'est difficile à vérifier, c'est qu'ils prévoient que ces hexagones vont être connectés les uns aux autres et ça permettra à plusieurs processeurs quantiques de communiquer entre eux. Et ça, c'est une stratégie qui est déployée par plein de gens en ce moment. Il y a IonQ qui veut le faire aussi dans les ions piégés. C'est de créer des ordinateurs quantiques qui sont reliés entre eux via des photons et avec évidemment des problématiques compliquées de conversion de photons. Parce que les qubits, ce n'est pas des photons en général, sauf quand c'est des photons eux-mêmes, comme chez Candela ou Psyquantum. Et donc, comme les qubits, c'est des qubits supra, les supraconducteurs, il faut les convertir en général en micro-ondes. Et les micro-ondes qui sont dans le régime en gros de 4 à 8 GHz, il faut les reconvertir en photons. Et une des techniques consiste à passer par des atomes froids. Donc, ce qui fait qu'on a 4 conversions de qubits, si ce n'est pas 6, pour être capable d'interconnecter par intrication 2 unités de calcul qui seraient séparées dans 2 frigos différents. Donc, voilà ce qu'IBM raconte. J'attends de voir, évidemment. Mais en tout cas, les 127 qubits, IBM survend très certainement ce qu'ils ont sorti. Il est assez probable que la fiabilité de ces qubits soit pas extraordinaire. Ce serait déjà bien si elle était au moins au niveau des 28 qubits qui sont en production en Allemagne, par exemple. Ce serait un peu moins bien si c'était le niveau des 65 qubits qui était sorti l'année dernière, qui était de moins bon niveau, parce qu'en fait, plus ils augmentent le nombre de qubits, en général, plus la qualité baisse. Si c'est entre les deux, c'est pas mal, mais ça n'augmentera pas le quantum volume. C'est-à-dire qu'ils auront toujours... Il faut savoir qu'IBM, c'est complètement paradoxal. Aujourd'hui, ils ont des machines de 28 et 65 qubits, mais quand on fait un quantum volume sur les machines d'IBM, on ne dépasse pas 7 qubits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser concrètement plus de 7 qubits pour faire un truc correct. Donc, c'est quand même gênant. Donc, si tu passes de 65 à 127 et que tu passes en fait de 7 à 8 qubits utilisables, tu te dis il ferait peut-être mieux d'en rajouter moins et d'améliorer la qualité autrement. Bon, donc, voilà, il y a beaucoup de com. Il y a encore du boulot. On continue avec les chercheurs chinois qui, eux, font du bruit. On sait que c'est pas bon le bruit pour les ordinateurs quantiques. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, avec des records dans les qubits, aussi bien dans les supraconducteurs, 66 qubits qu'avec des qubits photons jusqu'à 114 en boson sampling. Comment on peut évaluer tout ça? Je crois qu'on l'avait déjà fait. Mais alors, ce qui est assez marrant, c'est que les Chinois, comme n'importe quel chercheur dans le monde, ils communiquent toujours en 2 temps. Ils publient d'abord un papier sur Archive, genre au mois de juin, et puis le papier se retrouve publié après dans PRX, PRL ou Nature, parfois Nature Communications. Et tu te retrouves avec donc une publication dans une revue à comité d'auteurs. Et en règle générale, c'est à partir de cette publication que les médias scientifiques grand public reprennent l'information.
Donc, très souvent, tu découvres un truc, tu dis, mais attends, mais je ne l'ai pas déjà vu celui-là. Bah oui, c'était il y a 6 mois déjà dans Archive. Et donc, effectivement, il y a deux expériences de Chinois, une sur les supraconducteurs à 66 qubits, qui est, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, c'était un copier-coller de Sycamore Google avec juste quelques qubits en plus, mais c'était exactement la même architecture, le même benchmark, les mêmes métriques, ils avaient même la même fidélité à 0,1% près. C'était quand même assez bizarre. C'est à se demander si ce n'était pas fake ou copié. Et puis, sur les qubits photons, là, c'était plus intéressant parce qu'en fait, ils ont montré qu'ils étaient capables, dans des circonstances très particulières, d'avoir plus de 100 photons dans un échantillonneur qu'on appelle un système d'échantillonnage de bosons, qui est un système, en gros, Mhm. qui permet de mélanger des photons de manière aléatoire et faire un truc qui n'est pas possible à reproduire sur une machine classique. Alors, là où l'expérience des Chinois est très intéressante dans le cas des photons, alors que celle des supra n'est pas intéressante, c'est que ce système-là de boson sampling, il permet de paramétrer la phase des photons qui rentrent dedans. Et ce que disent les Chinois, c'est qu'en théorie, ça permettrait de rendre programmable. Et donc, on attend le papier d'après qui sera le papier où ils ont réellement programmé la machine. Je demande à voir parce que Ouais. mathématiquement, ce n'est pas simple. Donc, voilà quoi. Donc, voilà, vous avez sûrement vu des papiers disant que les Chinois étaient les meilleurs du monde. Bah, sur les 66 qubits, c'est râpé puisqu'IBM ils sont à 127. Bon, comme de toute façon, ils pipotent tous autant les uns que les autres. Potentiellement. C'est un pipeau à 127 qui est meilleur qu'un pipeau à 66. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les Américains ont rebattu les Chinois. Sur les photons, par contre, ils sont plutôt bons. Mais on attend de voir la preuve que ça sert à quelque chose, quoi. Donc, voilà le principe. Bon, et sinon, on revient à D-Wave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de D-Wave, qui a annoncé se lancer dans les ordinateurs quantiques à base de portes et pas seulement d'annealing. Depuis cette annonce et notre dernier podcast, tu as pu glaner des informations sur le sujet. Alors? Bah oui, il se trouve que D-Wave avait organisé, alors je ne sais plus si il y a 3 ou 4 semaines, après notre dernier podcast de news, ils ont organisé une sorte de Zoom où ils avaient invité des analystes ou des experts divers et variés. Donc, d'ailleurs, j'ai regardé la liste de tous ceux qui avaient posé des questions, voir qui c'était. Donc, c'est vraiment des gens du monde entier. Et ils ont dévoilé un petit peu ce qu'ils allaient faire. Alors, en fait, ils n'ont rien dévoilé. Il a fallu que je pose des questions. J'en ai posé une dizaine à la queue leu et ils les ont toutes prises. Et ils ont répondu à peu près à 2 questions sur 3 que je leur ai posées, où j'étais très précis. Je leur ai dit, mais votre truc, ça marche comment? C'est quel processeur? Est-ce que c'est un processeur qui est nouveau ou pas, etc. Parce qu'en fait, quand D-Wave annonçait, je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre, qu'il se lançait dans le gate-based computing, on pouvait interpréter ça en disant, ah bon, bah alors ils vont avoir 7000 qubits ou 5000 qubits tout de suite, tout près, pour faire du gate-based. Alors, quand on regarde ça de près, on se rend compte que de toute façon, ce n'est pas possible. Parce que les qubits de l'annealing ne sont pas pilotés par des micro-ondes, c'est des qubits de flux qui sont pilotés par des tensions. Donc, on ne peut pas créer du gate-based computing comme ça avec le processeur existant. Et alors, ils m'ont confirmé ça. Ils ont dit, ah non, en fait, on est en train de recréer un processeur de toutes pièces et on repart à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent des processeurs qui vont avoir peut-être 5 qubits pour démarrer, comme tout le monde. Et par contre, là, ils vont essayer de faire en sorte que ces qubits-là marchent mieux que les qubits des autres. Et la seule technologie que D-Wave, à ma connaissance, pourrait avoir que les autres n'ont pas, c'est une technologie qui permettrait d'intégrer dans le processeur quantique ce qu'on appelle l'électronique supraconductrice de contrôle des qubits et qui génère notamment les micro-ondes, les pulsations micro-ondes qui sont envoyées aux qubits pour les contrôler et pour lire leur état. Et donc, si effectivement D-Wave se met à faire ça, c'est un game changer parce que c'est probablement un des éléments qui permettrait théoriquement de faire scaler l'ordinateur quantique à base de qubits supra. Mais à part ça, je ne vois pas trop l'intérêt pour D-Wave de faire ça. En plus, les qubits de flux, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si aujourd'hui, on entend parler des fluxonium, qui est une variante de qubits de flux qui a donné lieu à pas mal de papiers publiés, notamment à Harvard, il me semble, entre autres. Et donc, voilà, c'est un truc à suivre de près, parce que D-Wave, c'est quand même pas des perdreaux. Hein, ils existent depuis 22 ans. Ils sont bien débrouillés, hein, Bah, ils se débrouillent, on peut ils le vendent des dire. machines, alors pas en grand nombre, hein, ils les vendent surtout dans le cloud. Ils ont beaucoup d'études de cas. La plupart des physiciens considèrent que ce n'est pas du quantique, que il n'y a pas d'avantage quantique. Mais enfin, en gros, quand on regarde des études de cas publiées par D-Wave, notamment celles qui sont sur la dernière machine de l'année dernière là, de 5000 qubits, bah, paradoxalement, c'est peut-être pas quantique, mais ce sont les études de cas qui sont les plus proches de l'avantage quantique par rapport à toutes celles qui sont publiées aujourd'hui, avec 2000 à 5000 qubits, qui sont des qubits particuliers pour du recuit quantique.
ce sont les plus proches, en fait, en pratique. Je ne pense pas qu'il ait atteint vraiment, même si dans certains cas, il dit oui, on a atteint un avantage quantique, mais en gros, ils en sont assez proches dans certains cas d'usage extrêmement précis. Eh bien, écoute, on va suivre tout ça. On va passer à l'actualité entrepreneuriale parce qu'il y a encore quelques petites annonces qui sont tombées. Alors, Candela qui a annoncé finalement sa levée de fonds de 15 millions d'euros. C'est la seconde la plus importante en France dans le domaine après celle de Pascal en début d'année. Est-ce que c'est un bon signe? Bah, c'est un bon signe, oui, parce que quand on a des startups françaises qui lèvent des fonds, bah, c'est mieux qu'ils ne levaient pas, quoi. C'est évident, quoi. Donc, Candela, alors ce qui est assez intéressant, c'est que Candela, historiquement, c'est une entreprise qui est positionnée sur les sources de photons uniques, qui s'appuie sur les travaux de Oui. Pascal Sennelard depuis près de 20 ans, depuis sa thèse. Et donc, c'est une valorisation de travail du CNRS, hein, fondamentalement. Et Mhm. il se trouve que depuis un an, Candela a décidé d'aller dans le calcul quantique. Et c'est ça qui leur a permis de lever ces 15 millions. C'est cette perspective de faire du calcul quantique avec des photons qui a attiré les investisseurs. Alors, il faut savoir que l'une des particularités de Il y a qui cette comme levée de fonds, voilà, investisseur là-dedans? bah, il y a Omnes Capital, qui est un fonds français généraliste. Alors, ce n'est pas le seul généraliste qui est dans des startups quantiques. Il y a Elaya et Brega qui sont, je crois, tous les deux dans Alice and Bob, hein. Il y a Mhm. Cantonation. Bon, eux, ils sont incontournables sur un projet sur deux, si ce n'est pas Oui, deux dès sur qu'il y a une trois. start. Ouais, Quasiment, à part Alice and Bob et quelques-uns, ils sont partout. Il y a BPI. Et puis, il y a l'AID que tu connais bien. exactement. L'Agence Innovation Défense qui a investi, hein, comme pour Pascal d'ailleurs. Oui, Sur, oui, alors justement, ils sont présents, c'est un vrai sujet sur ce qui est pour le quantique, hein, on voit bien qu'ils s'y intéressent et qu'ils suivent de près ces startups. mais est-ce que Et pour toi, ça c'est correspond à pas une rien. sorte de fonds souverain? Tu verrais ça comment ça? C'est Alors, un moyen de protéger nos startups, d'avoir des fonds de la défense impliqués là-dedans? alors, c'est sur ce côté-là, je pense que oui, c'est un bon moyen de les protéger et puis d'investir dedans et de les faire avancer et que ces technologies-là puissent servir à la France, hein, et pas parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des technologies, c'est difficile de les laisser. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'investisseurs étrangers ou certains types d'investisseurs qui arrivent dans ces trucs-là. Donc, il faut bien les aider. Et c'est bien que l'armée, en tout cas, s'investisse là-dedans, surtout quand il y a des notions de sécurité et de souveraineté. Et puis, l'intérêt de l'Agence Innovation et Défense aussi, c'est d'être capable de trouver maintenant des projets qui viennent du domaine public et qui sont fonctionnels et qui réussissent à vivre du domaine public, du monde civil, mais qui peuvent aussi avoir une branche financée par l'armée. Et si l'armée devait se engager un moment ou un autre, ça ne va pas couler non plus la start-up. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est une bonne méthode d'action commune sans mettre en danger des startups aussi. Parce que c'est Et donc, vrai ça qu'il y a veut certaines dire, startups qui se mais créent que pour l'armée. ouais. Mais du coup, si le projet n'aboutissait pas ou que le POC ne se faisait pas, bah, la startup, elle mourrait, quoi. Et là, vraiment, il y a cette possibilité-là d'aller jusqu'au bout. Donc, quand même, ça ouvre la possibilité aussi que le ministère des Armées soit client potentiel de ce genre de start-up. On peut espérer quand même. Exactement. Ah D'accord. bah, faut Ok. espérer, oui. Non, il y Ouais. a il y a des vrais enjeux. D'accord. Voilà. L'équipe là, de Valérie Anguiez, Nicolo Somachi et Pascal Sonnellard va pouvoir avancer, recruter. D'ailleurs, je pense qu'avec 15 millions d'euros, ils vont Ils pouvoir vont pouvoir recruter quelques. recruter, oui. Je pense que là, la chasse est ouverte pour les photoniciens et les ingénieurs. Et ils recrutent même des gens dans le logiciel, hein, il faut savoir, hein. Le problème, c'est est-ce qu'il y a assez de gens C'est une bonne formés question. pour C'est une rentrer bonne dans question. toutes ces startups? On en a parlé dans le Décode Quantum sur K-Labs qui sortira bientôt. Et c'est c'est Mais une des vraies questions. tu sais d'où viennent une partie des chercheurs de Candela? Ils viennent du laboratoire de Pascal Sonnellard au C2N. Ça l'embête beaucoup parce que ça déplume son labo. Et donc, Ben oui, et ça déplume les potentiels futurs enseignants ou chercheurs aussi s'ils se barrent et tous dans les voilà, donc alors, startups. Il y a aussi des heureusement, choses à faire. c'est pas que ça. Il faut savoir que nos startups françaises, elles arrivent aussi à recruter des chercheurs à l'étranger dans certains cas de figure. Oui, Il y tout a à fait. des, Et on a vu que la euh, France attirait pas mal les chercheurs étrangers d'ailleurs. c'est plutôt un bon C'est une signe, bonne chose. mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire en formation et ça sera un sujet qu'on traitera peut-être un jour plus en profondeur là, dans nos podcasts en général. Il faudra qu'un jour on en fasse un que sur la formation, quoi. C'est intéressant de creuser ça, quoi. Tout à fait. Allez, on va continuer avec la start-up américaine QAA qui lève 17 millions et annonce un calculateur quantique de 256 qubits. Bah alors, c'est mieux qu'IBM ou... Alors en fait, ça correspond
une performance qui avait été présentée dès l'été par des chercheurs de Harvard. Alors, c'est l'équipe de Michael Lukin, qui est très connu comme le loup blanc là-bas. Et en fait, c'est des équipes qui travaillent sur les atomes froids. En gros, c'est des concurrents dans la recherche d'Antoine Brouès à l'IOGS. Et il Mhm, s'agit d'un ordinateur quantique à atomes froids. Alors là, ce qui est assez curieux, c'est que le projet de Harvard est donc devenu une start-up et c'est ISO. C'est-à-dire qu'en gros, le truc de labo qui marche à 256 qubits, d'ailleurs, je ne sais plus trop si c'est en mode émulation ou en mode gate-based, ça devient le produit de la boîte, quoi. Ça devient le produit de la start-up. Donc, en gros, c'est quasiment l'équivalent de Pascal. Pascal, en fait, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont avoir une machine à 100 qubits, mais ils ont de quoi faire mhm. 200. Ils ont déjà fait un papier à 196 qubits. Potentiellement, ils pourraient aller jusqu'à 750, 1000, avec, disons, l'ensemble des technologies qu'ils ont assemblées pour créer cette solution. Donc voilà, on a deux. Ce n'est pas les seuls concurrents. Il y a aussi Atom Computing et Colcanta aux États-Unis. Donc finalement, Pascal se retrouve avec 3 concurrents américains au lieu de 2 sur des technologies assez voisines. Mais Pascal a un petit peu d'antériorité de ce côté-là, en tout cas par rapport à QRA, peut-être moins par rapport à Colcanta. Et Colcanta, en plus, travaille pour le Pentagone et la DARPA, je crois. Donc, oui, bon, ça crée une concurrence assez forte. Mais alors, ce n'est pas les mêmes qubits que ceux d'IBM. Si c'est de la Bah non. simulation quantique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, moi, j'attends un jour que quelqu'un me fasse des benchmarks pour comparer un quantum annealer, un quantum simulator et du gate-based computing pour dire, voilà, finalement, est-ce qu'il y a vaguement une équivalence en nombre de qubits dans les 3 modèles par type d'algorithme. Ce serait un truc folklorique à faire. On va attendre un petit peu pour le faire, quoi. Ouais. Alors, sinon, on continue. On revient sur Pascal qui annonce un partenariat avec MBDA, le leader dans les systèmes de missiles filiale d'Airbus. Est-ce que c'est bien ou pas pour la startup? C'est aussi juste une continuité justement de ce qui se fait côté armée? Alors, c'est un peu dans la lignée, hein. C'est-à-dire que MBDA, une société industrielle en France qui s'intéresse au calcul quantique, Ouais. qui fait partie en gros des trop rares sociétés industrielles qui a creusé la question, qui a étudié l'état de l'art et qui s'est dit, bah oui, tiens, c'est peut-être pas bête d'aller travailler avec Pascal parce que la simulation quantique est peut-être probablement plus prometteuse à court terme d'avancer dans les usages du calcul quantique que le gate-base. Parce que le gate-base, malgré ce que raconte IBM avec 127 qubits, c'est très très dur de le faire fonctionner correctement au-delà de 20 à 30 qubits, alors que la simulation quantique, qui est un modèle différent, permet de faire des simulations chimiques, des simulations de physique diverses et variées, et elle permet aussi de résoudre des problèmes d'optimisation. Donc, en gros, une bonne moitié des algorithmes qui sont faits pour le gate-base sont potentiellement transposables et sur l'annealing et sur la simulation quantique. Et donc, c'est logique qu'un client industriel qui a probablement des problèmes de mécanique des fluides, vu que c'est des missiles, ou des problèmes d'optimisation, c'est logique qu'il s'intéresse à la question. Bon, néanmoins, dans le Volapük marketing d'aujourd'hui, quand machin devient le client de bidule, on appelle ça un partenariat. Bon, okay. C'est la nouvelle manière de parler, mais c'est un nouveau client, quoi. C'est un nouveau client pour Pascal. Voilà. À l'étape du POC, on va dire. Elle est tech du POC. Et on termine avec notre dernière info. Un entrepreneur basé au Royaume-Uni qui dit du bien de la France, et c'est intéressant. Anderson Chang, le CEO de Post Quantum et Nomilio. Alors justement, que dit-il au juste, Olivier? On a vu passer ces articles la semaine dernière et on avoue que ça nous a agréablement surpris. Oui, c'est relativement rare. Déjà, nous, on passe notre temps à faire de l'auto-bashing des Français en disant qu'on est nul dans l'IA, nul là, on a des plans trop petits, on n'est pas assez ambitieux, l'Europe, ça ne marche pas. Et là, il y a un type du Royaume-Uni qui explique que la France est en train de faire un plan quantique qui écrase tout le monde en Europe, qui va tenir tête aux Chinois et aux Américains. Tu as envie de mettre tes essuie-glaces sur les lunettes pour dire j'ai pas lu, j'ai pas mal compris le truc. J'avais de la Bon. buée quelque part, Ouais, il ouais. y avait de la buée, il y avait de la buée. Non. Bah, en fait, le gars, c'est assez marrant. Il avait un double biais. Il y a un biais qui est d'abord le fait qu'il trouvait bien que dans le plan quantique français, il y a une part qui soit dédiée à la PQC, donc post-quantum cryptographie, qui n'est pas quantique en tant que tel, hein. Finalement, c'est un moyen de se protéger contre le calcul Hmm, quantique. Et il se trouve que dans beaucoup de oui. plans étrangers, ça apparaît pas dans le plan quantique, et en France, ça apparaît dans le plan quantique. Ça peut apparaître dans un plan cyber, en fait, en pratique. Et il se trouve qu'il trouve ça bien, mais en fait, c'est logique parce que les 2 boîtes qu'il a créées sont dans ce domaine-là. Donc, voilà, tu as un biais dans la mesure, quoi. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est qu'il semblerait qu'il ait été dragué par je ne sais pas qui, comment, pour installer un bureau en France. Donc, il se trouve qu'il y a des gens en France, notamment la branche de Business France, Invest in France, qui essaye d'attirer les entreprises étrangères en France, essaye de faire venir des entreprises deep tech en France, à la fois pour leur labo de R&D et ou leur bureau de vente, mais surtout leur labo de R&D. Et donc, le mec, il a été contacté. Et puis, il y a un troisième point qu'il a remarqué, et là, je pense qu'il a raison de le remarquer parce que ça fait vraiment partie des spécificités du plan français, c'est la part qui est donnée à ce qu'on appelle les technologies habilitantes. C'est-à-dire pour faire en sorte que l'investissement en recherche et industriel qui va être consenti par l'argent public dans ce plan ait des débouchés sur les techno-habilitantes. Et ces techno-habilitantes qui peuvent être de la cryogénie, du câblage, de l'électronique basse température, un peu tout ce qu'on a évoqué d'ailleurs au sujet d'énergie, eh bien, ces technologies, ou les lasers, même des lasers très pointus, toutes ces technologies, elles vont servir à la fois d'outillage pour la seconde révolution quantique dont on a besoin dans le cadre du plan quantique, mais elles peuvent servir à d'autres industries. Et donc, c'est presque une sorte de tolérance de panne. Et c'est aussi un moyen pour le pays on va dire, de préserver une partie de sa souveraineté technologique. C'est ce qui permet de maîtriser les sources d'approvisionnement d'un certain nombre de technologies qui sont critiques et d'éviter d'être coincé par un pays. Et donc, il y a l'annonce qu'on avait dû déjà évoquer de Orano, par exemple, qui a annoncé qu'ils allaient fabriquer eux-mêmes l'isotope 28 du silicium, qui est nécessaire pour faire des qubits de spin, notamment. Et cet isotope, jusqu'à présent, on le récupérait chez les Russes. Donc, le fait qu'on annonce qu'on cherche à obtenir l'indépendance technologique sur des technologies clés comme ça, c'est intéressant. Et c'est ce que relevait l'auteur de cet article. Mais enfin, je pense qu'il était surtout motivé par la PQC. Donc, voilà, il était biaisé, le gars. Il faut toujours, ça, quand quelqu'un dit du bien de quelqu'un, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Il y a toujours une raison, en fait. Voilà. Bon, eh ben, écoute, merci Olivier pour toutes ces analyses encore une fois et toutes ces recherches. On se retrouve dans quelques semaines, comme d'habitude. Et puis d'ici là, il y aura aussi un des codes quantum donc, sur la Startup K-Lab sur French Web qui devrait Quelques sortir autres, d'ailleurs. d'ici 15 On en jours. a 3 dans le pipe, je crois, donc, avant Noël. Ouais. Ah, oui, avant Noël, oui, il y en aura encore quelques-unes, mais on ne les a pas toutes enregistrées. Ouais. Et puis voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Pensez à faire votre 3e dose si vous avez l'occasion. Ça commence à démarrer et c'est peut-être le bon moment de le faire avant les fêtes de Noël. Pas subir Moi, j'ai les réussi à effets le faire, mais j'ai secondaires. dû hacker le système pour le faire. Parce que j'y avais pas Bon. droit. Moi, je vais commencer à y réfléchir avant de partir au CES et aux États-Unis Oui, c'est une bonne chose. pour Ouais. le grand retour du Consumer Electronics Show. Il vaut mieux pas tomber malade aux États-Unis. Ce n'est pas les mêmes tarifs qu'en Exactement. France Ouais. pour se faire soigner. À très vite. Merci beaucoup. Bye bye, Fanny. À la prochaine.